Bonjour à tous, bienvenue à ce 5e webinaire d'une série de 12 qui est organisé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je me présente, Julie Poulin, je suis directrice du développement d'électricité renouvelable. Avant de vous présenter notre conférencier, j'aimerais vous préciser que vous pouvez inscrire vos questions dans le Q&R que vous trouvez dans le bandeau du haut de la page. Puis, s'il nous reste du temps, on va répondre, on va poser les questions qui s'adressent aux conférenciers. Mais si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, c'est sûr que toutes les questions qui vont nous être posées vont être répondues sur le site Internet des webinaires. Aucune question ne sera pas répondue. L'Alliance de l'énergie de l'Est, c'est un regroupement de 209 municipalités. Je vais commencer par présenter M. Michel Lagacé, qui est président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Son webinaire portera sur l'acceptabilité sociale du développement éolien selon la perspective de l'Alliance de l'énergie de l'Est. L'Alliance de l'énergie de l'Est est un regroupement de 209 municipalités et d'une Première Nation couvrant les 16 MRC de l'Est du Québec à partir de la MRC de Montmagny jusqu'aux îles de la Madeleine. L'Alliance s'inscrit dans la volonté du milieu de se prendre en main et d'augmenter sa participation dans le développement énergétique de l'Est du Québec. Ce regroupement permet à ses membres de se donner les moyens de leurs ambitions, en plus de favoriser une meilleure planification du territoire et de ses infrastructures de production et de transport d'énergie. Grâce à cette vision, cette vision du milieu, l'Est du Québec a pu se démarquer sur la scène nationale comme chef de file en matière d'innovation, de développement et d'exploitation de la richesse collective que représentent les énergies renouvelables. En tant que président de l'Alliance de l'Est, de la Régie de l'énergie de l'Est, M. Lagacé traitera du caractère essentiel d'une bonne coordination de ces partenariats éoliens et de la mobilisation des collectivités locales pour stimuler la croissance économique au moyen d'initiatives énergétiques durables. Il présentera comment les facteurs qui, selon lui, favorisent l'acceptabilité sociale dans le développement d'un projet énergétique et parlera de la place des communautés locales dans cette démarche. M. Lagacé, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mme Poulin. Effectivement, Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Très heureux d'être avec vous ce midi, essentiellement pour parler de projets éoliens, le rôle des communautés et des élus à l'intérieur des procédures, des processus visant l'acceptabilité sociale. L'Alliance d'énergie de l'Est, essentiellement, comme vous le voyez sur la carte à votre droite, c'est un immense territoire qui couvre des MRC de Montmagny jusqu'aux îles de la Madeleine, la communauté maritime des îles de la Madeleine. Donc, 2 régions administratives, celle du Bas-Saint-Laurent, celle de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, de même que celle des MRC de Montmagny et Lillet. Essentiellement, dans le cas de ce qu'on souhaite via le chapeau de l'Alliance de l'énergie de l'Est, c'est de regrouper 209 collectivités des territoires, comme je le disais tantôt, les MRC de Montmagny jusqu'aux îles de la Madeleine, la Première Nation, Wishipekuk, donc une Première Nation avec qui on est en discussion depuis de nombreuses années et on est en partenariat avec la Première Nation en actionnariat. On souhaite favoriser une meilleure planification du territoire, des infrastructures de production puis de transport d'énergie. On souhaite, par notre action, optimiser l'impact économique, social, environnemental des projets sur le territoire des communautés partenaires. Dans le cas de la composition de l'actionnariat, quand on parle de 100% d'actionnariat public, il y a 60% qui est adressé à la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent. À l'intérieur de cet actionnariat-là, il y a 6% qui appartient à la Première Nation, Woloshukwe et Wishipekuk, 30% qui appartient à la Régie de l'énergie de la Gaspésie et les îles de la Madeleine, 5% au territoire de la MRC de Montmagny et 5% au territoire de la MRC de Lillet. Vous savez, ça fait 20 ans, en 2024, que la MRC de Rivière-du-Loup, moi-même, puis les intervenants au Bas-Saint-Laurent, on s'intéresse de plus grande façon à l'énergie éolienne. Pourquoi on s'est intéressé dans les 20 dernières années? Bien, essentiellement parce qu'il est arrivé un premier projet sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. C'était un contrat gré à gré à l'époque pour le projet Sky Power, pour le projet Terre Avant. On parlait d'un projet à ce moment-là de
un peu plus de 200 quelques millions, 134 turbines, puis 1,5 mégawatts. Et la particularité de ce projet-là était notamment qu'il y avait un collier de 72 éoliennes autour d'un des 20 plus beaux villages du Québec, c'est-à-dire Kakuna. Les citoyens, qui se voyaient très peu nombreux au séance du Conseil de la MRC, ont pris une habitude de venir fréquenter le Conseil, faire part de leur attente, parce qu'il faut bien comprendre que ce projet-là avait été développé en l'absence de tout contact avec l'aménagement du territoire de la MRC d'Herzlou, de très peu de contact avec les communautés d'accueil, ce qui faisait en sorte que c'était un projet qui s'était développé en dehors de toute consultation avec les milieux, pratiquement toute consultation des milieux municipaux, territoire de la MRC. Il y a eu un BAC, 46 recommandations. Il faut se souvenir, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune orientation gouvernementale au niveau des affaires municipales en lien avec le développement de la filière éolienne. Donc, c'est un peu les territoires de la MRC et les communautés locales qui étaient laissées à elles-mêmes. Dans notre cas, nous, on a adopté rapidement un règlement de contrôle intérimaire qui venait identifier les principaux éléments distinctifs du paysage de la MRC de Rivière-du-Loup, les distances par rapport à certains éléments, notamment les périmètres urbains, les distances des résidences, notamment. Donc, il y a eu un travail qui a été très rapide pour améliorer le niveau de connaissance des élus. Donc, de faire en sorte qu'on puisse être à même de mieux comprendre comment origine un parc éolien, comment un parc éolien peut se définir. D'ailleurs, à l'époque, pour qu'on puisse mieux comprendre le développement d'un parc éolien, on avait été visiter le conseil de la MRC de Rivière-du-Loup, celui-là de Baie-des-Sables, et ça nous a permis de comprendre qu'un projet de parc éolien peut bouger sous l'angle des attentes citoyennes et des attentes des conseils municipaux. Donc, 2004, rapidement, on s'est mis au travail par ce qui a trait à ce projet-là. Ce projet-là, finalement, ne s'est pas réalisé parce qu'il y a eu un crash économique en 2008. Donc, le projet n'a pas pu se développer. Et ça nous a permis, je dirais, d'aller rapidement vers des projets communautaires. On parle de celui-là de Vigée de Nonville en 2013. Mais dans les années précédentes, dans le cas de la Régie de l'énergie de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, ils se sont mis en place, ils se sont entendus entre eux sur une façon de procéder. Donc, je dirais essentiellement, c'est tous ensemble, on peut gagner, individuellement, on peut perdre. Donc, la recette qui a été développée en Gaspésie de la Madeleine a porté ses fruits en ce qui a trait à l'appel d'offres communautaire dont les résultats ont été connus en 2010. 2011, dans le cas de l'Alliance de l'énergie qui n'était pas née, bien, il est né ce qu'on appelait à l'époque l'énergie éolienne Bas-Saint-Laurent. Donc, dans les années qui ont pris place, 2013, on a souhaité se mettre en commun au niveau du Bas-Saint-Laurent, de se convaincre mutuellement que si on travaillait ensemble, il pouvait y avoir des perspectives intéressantes au niveau économique, notamment pour toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent puis la Première Nation Oulouchtoukoué. Donc, je dirais que ça a défini, ça l'a amené au fait que les deux régions administratives, on a souhaité travailler ensemble, de se concerter, de mettre en compétence nos compétences en commun, de mettre nos capacités d'emprunt aussi en commun, puis je dirais de mettre en compétition les partenaires privés pour le bénéfice de qui? Bien, le bénéfice des Québécois, le bénéfice d'un meilleur prix pour ce qui est de l'ensemble du portefeuille énergétique d'Hydro-Québec. 2016, ça a été la création comme je le disais tantôt, de la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent. On a mis en opération en 2018, une opération commerciale, le parc éolien Nicolas Rioux, qui était le plus grand parc éolien là, à partenariat communautaire à ce moment-là, un partenariat égalitaire, 50 qui est détenu par les deux régies d'énergie et 50 qui est détenu par EDF. Donc, à la suite, étant donné qu'on voyait bien qu'il y avait des gisements éoliens qui étaient intéressants sur notre territoire, qu'il y avait des opportunités qui pouvaient être encore plus intéressantes aussi, un peu plus à l'ouest, on a énoncé des collaborations avec les MRC de Lillet et Montmagny, avec, bien entendu, après la discussion avec les deux régies de celle de la Gaspésie et de la Madeleine, celle du Bas-Saint-Laurent.
On s'est positionné dans l'appel d'offres 2021 où on a gagné un peu plus de 900 mégawatts en capacité de production. On a signé une entente formelle en 2022 avec les MRC de Montmagny-Lillet. Ça a débouché sur un appel d'offres en 2023, là aussi où on a gagné quelques mégawatts supplémentaires. Donc, aujourd'hui, le partenariat entre on parle d'un peu plus de 1750 mégawatts en potentielle production. Et il y a de cela quelques semaines, on a annoncé avec Hydro-Québec un partenariat, une entente formelle entre Hydro-Québec et l'Alliance de l'énergie de l'Est pour le projet Wood-Johnson. Et ce projet-là va être appelé bien entendu à évoluer au fil des rencontres, au fil des échanges qu'on aura avec les territoires de la MRC, avec les communautés locales, les utilisateurs du territoire, de même que, bien entendu, la Première Nation, Wolastoqey ou Wishipikuk. Quand vous voyez, là, actuellement, on a 326,7 mégawatts en production, dont on retire des bénéfices importants qui sont distribués à l'ensemble des territoires de la MRC, des deux régies de l'énergie, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent. Il y a des projets en développement. On parle de 1425,7 mégawatts pour un total là, de 1752,4 mégawatts. Donc, quand on fait une moyenne, là, on voit, je dirais, l'ensemble des projets sur le tableau là, à partir du plateau 2 qu'on retrouve sur les plateaux de la Matapédia dans la région administrative de la Gaspésie. La même chose en ce qui a trait au parc éolien Roncevaux. Et Dune du Nord et Gros-Île qui est un projet à venir, sont situés aux Îles-de-la-Madeleine. Les autres projets, pour plusieurs, sont situés au Bas-Saint-Laurent. Et il y a Forêt-de-Manial et Saint-Paul-de-Montmagny qui s'est situé dans la MRC de Montmagny. Donc, une perspective intéressante en termes de développement éolien. L'acceptabilité sociale, c'est essentiellement le gouvernement du Québec a établi les processus législatifs et réglementaires en se basant sur la définition que l'acceptabilité sociale, c'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan ou d'une politique. Ce jugement peut être positif ou négatif et n'est jamais figé dans le temps. Il concerne toutes les échelles territoriales, le local, le régional et le national. Vous savez, il y a un processus normé au travers des étapes qui permettent l'émergence de l'acceptabilité sociale. D'abord, on comprend là, que tous les projets sont soumis à des bureaux d'audience publique en environnement. Donc, il y a une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. C'est un préalable. Il y a les permis au niveau des MRC, des municipalités, le cas échéant, la Commission de protection du territoire agricole, puis il y a une entente de compensation aux propriétaires privés lorsque ça concerne des terres agricoles notamment, entre l'UPA et Hydro-Québec. Les expériences acquises, les bonnes pratiques, bien, essentiellement, là, de répertorier le potentiel énergétique du territoire, d'identifier les gens qui s'y intéressent, puis de faire comprendre qu'à l'absence des partenaires publics, il n'y aura point de salut. Faire connaître les attentes de participation communautaire aux citoyens, aux développeurs actifs sur le territoire en amont des projets. Et je vais vous revenir un peu plus là-dessus tantôt. Établir des partenariats tôt dans le processus de développement, ne pas se limiter aux exigences réglementaires pour tenir ou exiger des portes ouvertes citoyennes qui se tiennent avant le dépôt des soumissions aux appels d'offres. Ça, c'est la recette Alliance de l'énergie de l'Est. Auparavant, les portes ouvertes se tenaient après l'acceptation des projets. Dans notre cas, nous, on souhaite, puis c'est ce qui se fait, qu'il y ait des portes ouvertes pour que les promoteurs privés, nous-mêmes, on aille à la rencontre des populations locales, à la rencontre des communautés d'accueil, des MRC d'accueil, pour aller voir déjà quelles sont les attentes, quelles sont les perceptions citoyennes à l'égard d'un projet à être déposé éventuellement dans le cadre d'appel d'offres. Donc, ça nous permet d'enrichir les projets, d'enrichir, je dirais, nos connaissances en ce qui est trait aux utilisateurs du territoire. On souhaite, bien entendu, on accompagne les promoteurs lors des présentations publiques. On souhaite être là, on souhaite être présent, puis on souhaite rappeler, je dirais, aux populations locales que l'actionnariat, il est égalitaire, il est aussi public.
Donc, on est présent dans l'industrie, on souhaite comprendre l'écosystème énergétique québécois, puis rapidement, dans tous nos projets, on met en place des comités de liaison à la satisfaction des utilisateurs du territoire qui permettent, ce comité-là permet de répondre rapidement à des attentes des utilisateurs du territoire. Et je dirais, à l'occasion, d'empêcher la fameuse rumeur du loup qui n'est pas propice à une connaissance effective des projets. Dans le cas du rôle des partenaires communautaires dans la transition énergétique, ben, les territoires de la MRC doivent se doter d'une réglementation appropriée. Vous savez, ce qui a fait défaut dans l'appel d'offres pour ce qui est de 2023, c'est qu'il y a des territoires qui ne s'identifiaient pas comme étant des territoires à potentiel éolien, qui ont été un peu pris de court par rapport à cela. Donc, rapidement, c'est de mettre en place une réglementation appropriée, d'identifier les règlements de contrôle intérimaire, les distances. Qu'est-ce que le Conseil de la MRC souhaite mettre en place pour répondre aux intérêts des MRC d'accueil, des municipalités d'accueil, des citoyens. Donc, dans le cas des élus, on doit se mettre en mouvement, bien connaître les différentes filières, les aléas, afin de porter les bons messages. Je dirais que notre portefeuille de connaissances pour répondre aux attentes citoyennes, il n'est jamais assez bien rempli. Vous savez, on a accueilli beaucoup de citoyens sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, les conseils municipaux. Souvent de fois, ils arrivent avec je dirais, leur perception de qu'est-ce que c'est le développement éolien, notamment le bruit des turbines. Ça n'a pas de bon sens, ça semble-t-il. Quand ils arrivent sur un pad d'éolienne, puis qu'ils entendent que c'est à 53, 54, 55 décibels, ben, ils disent c'est étonnant. On pensait que c'était beaucoup plus bruyant que ça. Donc, il faut améliorer le portefeuille de connaissances au niveau des élus. Les changements climatiques qui sont réels, les attentes citoyennes sont claires à l'heure des plans climat portés par les MRC. L'affranchissement des combustibles fossiles est un défi réel qui nécessite la participation du milieu municipal à tous les niveaux. Et vous savez, dans le cas de la production qui est faite au Bas-Saint-Laurent en énergie éolienne, on a quelques centaines de mégawatts, bien, 80 de la production d'énergie éolienne au Bas-Saint-Laurent, elle est consommée chez nous. Quand on regarde le portefeuille des énergies consommées au Bas-Saint-Laurent, bien, il y a quand même 50 de combustibles fossiles. Donc, on peut certainement faire encore mieux en ce qui a trait aux combustibles, je dirais, aux énergies renouvelables. Dans le cas des grands ouvrages de transport d'électricité, on pense que ça va permettre de la redondance, de la résilience en lien avec les aléas climatiques, puis l'atteinte de l'objectif de décarbonation pour 2050. Puis ce que je veux aussi refléter, c'est que l'acceptabilité sociale, ce n'est pas l'unanimité sociale. Attendre l'unanimité sociale, ben, ce n'est pas une option à l'heure des défis climatiques. 100 des gens actuellement au Québec sont inquiets de l'adaptation, de la capacité d'adaptation des milieux au changement climatique. 100 des gens veulent laisser un héritage environnemental qui va être plus intéressant que celui qu'on anticipe actuellement. Donc, le développement des énergies renouvelables, est-ce que ça va trop vite? Bien, quand on compare à la rapidité à laquelle les changements climatiques se développent actuellement, bien, je dirais qu'on prend trop de retard sur le développement des énergies renouvelables si on veut laisser un environnement qui soit plus intéressant, peut-être pas pour ma génération, mais celle de mon enfant puis celle des autres qui vont suivre. Merci beaucoup. Je suis disponible à répondre à vos questions. Puis, avant de répondre à l'appel de questions, je veux vous dire qu'on a un instrument qui est très intéressant au Québec, qui s'appelle un bureau d'audience publique en environnement. Je fais un travail extraordinaire pour rendre accessible encore davantage d'informations aux citoyens. Donc, c'est vraiment une belle procédure. Je l'ai vécu en 3 occasions. C'est quelque chose qui est extrêmement pertinent. Merci beaucoup. C'était très intéressant. On a effectivement une question qui a été posée. Donc, on sait là, que Hydro-Québec est sur le point de lancer un appel d'offres en énergie solaire. Puis là, on voulait savoir là, qu'est-ce que vous prévoyez faire dans le développement solaire? Est-ce que vous prévoyez participer à cet appel d'offres-là ou comment vous voyez le développement solaire sur votre territoire? Ben, je dirais que l'Alliance d'énergie de l'Est, là, via les régies, a compétence en éolien, en stockage, dans le cas des mini-centrales et aussi au niveau du solaire.
Donc, c'est clair, lorsque l'appel d'offres va être lancé, on ne restera pas sur la voie d'évitement. On va vouloir répondre à l'appel d'offres avec des partenaires, puis éventuellement, ben, souhaiter avoir des projets gagnants. Et l'énergie solaire, c'est une énergie à développement qui va être complémentaire à ce qu'on retrouve à l'éolien, qui va être complémentaire à ce qu'on retrouve en ce qui a trait aux grands ouvrages ou plus petits ouvrages hydroélectriques. Donc, c'est vraiment une énergie qui est intéressante. D'ailleurs, par rapport à ça, Hydro-Québec, présentement, là, a déposé dans sa cause tarifaire là, des modifications au mesurage net pour l'énergie solaire. Est-ce que vous avez d'autres... Donc, ce qui va permettre, en fait, là, à plus de citoyens ou des commerces de pouvoir bénéficier, en fait, là, de l'énergie solaire pour leur leur autoproduction. Donc, est-ce que vous avez déjà une réflexion par rapport à ça sur le développement d'énergie solaire en autoproduction pour votre région? Je dirais que c'est la responsabilité de chacun des citoyens. Dans notre cas, nous, l'Alliance, le véhicule, c'est pour répondre à des appels d'offres d'Hydro-Québec. Mais Mhm. comme citoyen d'un territoire de MRC, quand on parle d'autoproduction, ben, c'est clair que tout ce qu'on peut faire pour, je dirais, améliorer, de consommer moins, exemple, choisir du solaire au lieu du mazout, des chaudières au mazout, ben, ça, je dirais qu'on devrait effectivement encourager chacun de ces gestes-là parce que ce qu'il faut faire, c'est s'affranchir des combustibles fossiles, faire davantage de place aux énergies renouvelables. Puis dans le cas de l'autoproduction, ben, dans le cas du solaire, c'est une énergie qui est intéressante. Puis on vous entend, ben, vous avez parlé, comme là, on a parlé du solaire, on a parlé de l'éolien, puis vous avez parlé aussi des petites centrales hydroélectriques. Est-ce que vous avez comme une genre de planification de l'ensemble des énergies renouvelables qui pourraient être développées sur votre territoire? Je dirais essentiellement qu'on a actuellement sur la plan Redessin beaucoup d'éoliens. Je parlais tantôt d'un peu plus de 1400 mégawatts en projet gagné via les appels d'offres. On a un 1000 mégawatts qui est annoncé via Wood Johnson. Puis quand on parle d'annoncer, on parle de l'entente qui est annoncée. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de l'hydroélectrique, ben, on sait qu'il y a actuellement des centrales qui pourraient mériter une attention plus intéressante. Puis, on est là-dessus là, actuellement. Là. C'est un projet qu'on valorise et qui amène des opportunités intéressantes avec des partenaires du milieu, là, des milieux concernés. Parfait. Puis, donc, on vous demande aussi le modèle de l'Alliance de l'énergie de l'Est crée de bonnes retombées économiques dans le milieu régional. Est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples qui ont été réalisés grâce à ces revenus-là? Oui, ben, je dirais que essentiellement, là, cette année, là, c'est un peu plus de, par territoire de MRC, là, c'est un peu plus de 550 000 qui a été versé au territoire de MRC. Les communautés locales, bien entendu, peuvent utiliser les sommes en fonction de leur intérêt, leurs besoins. Dans, dans le cas du Bas-Saint-Laurent, on a mis en place un fonds de développement régional qui est administré par le collectif régional de développement. Chaque territoire de MRC a renoncé à une partie de ses bénéfices pour mettre en place un fonds de développement régional. Et ce 5 millions-là qui a été versé dans les dernières années ben, a permis de lever des ententes avec différents ministères notamment, des ententes d'une valeur de 50 millions de dollars pour répondre à des besoins en développement social, en innovation, dans le secteur alimentaire notamment. Donc, ça la donne des opportunités, des moyens pour mieux assumer des réponses aux citoyens de nos territoires, de notre région. Et dans le cas de chacun des territoires de la MRC, il y a des facteurs d'attribution différents. Quand je regarde à Haute-Témiscouata, il y a de cela quelques années, ben ça a favorisé l'arrivée d'une antenne collégiale pour que les gens de Témiscouata puissent avoir des formations sur place chez eux. Donc, c'est clair que ça amène des initiatives intéressantes qui permettent une réponse plus, plus à propos aux attentes citoyennes dans leur territoire. Donc, je dirais que c'est pour cela que les citoyennes de nos territoires voient l'arrivée de parcs éoliens de façon intéressante parce qu'on a un souci de favoriser une meilleure insertion et intégration paysagère. On le fait avec les communautés d'accueil, les utilisateurs du territoire. On met en place des comités de maximisation pour favoriser que nos entreprises puissent aller chercher un maximum de bénéfices lors de la période de construction. Puis après,
ben, les distribuables ben, servent justement à soutenir des initiatives citoyennes. Excellent. Quel est le pourcentage minimum et maximum de participation au projet pour l'Alliance? Ben, on cherche surtout des projets égalitaires. Dans le cas de l'Alliance, dans la plupart des projets, on est à 50-50. Donc, 50 l'Alliance d'énergie de l'Est, 50 un acteur, un producteur privé. Dans le cas du projet Madawaska, on a sollicité la contribution de Hydro-Québec Développement. Je me rappelle encore en mai 2022, ils avaient répondu rapidement. Donc, ce projet-là, le projet Madawaska, est un projet égalitaire, mais tiers, tiers, tiers. Tiers, 33 par EDF, 33 par l'Alliance et 33 par Hydro-Québec Développement. Puis je dirais que c'est une recette qui est vraiment très intéressante. On amène chacun son lot d'expertise. Dans le cas des producteurs privés, c'est la connaissance fine en lien avec l'éolien, les meilleurs choix de turbines en lien avec les gisements présents. Dans notre cas, nous, on amène l'insertion, l'intégration paysagère, une connaissance aiguë du territoire. Dans le cas d'Hydro-Québec, c'est la grande capacité de mener de grands projets à terme, puis les processus de consultation des populations aussi. Donc, c'est vraiment un mix très intéressant. Excellent. Il y a une personne qui vous demande un contact excusez-moi, là, ça a bougé, pour se faire accompagner pour le solaire. Donc, on pourra, Oui. s'il y a une personne là, chez vous qui peut être contactée là, pour l'accompagnement dans le solaire. Oui. Dans le fond, là, vous pouvez écrire à info à commercial alliance-est.ca. Oui, Et l'adresse, on la voit d'ailleurs sur votre c'est ça. diapositive ici, là, tout à fait. Excellent. Fait Fait que c'est la que, meilleure façon là, de vous oui, tout à recevoir. fait. Tout à fait. Quel est le rôle de l'Alliance de l'Est dans l'établissement des normes pour l'implantation des éoliennes? Est-ce qu'il y a une ligne directrice pour les MRC où chaque MRC propose son propre cadre normatif? Dans le cas de l'Alliance, on est le véhicule pour accompagner et développer des projets de parcs éoliens. C'est vraiment les MRC, les communautés locales, qui ont, je dirais, la compétence pour, je dirais, encadrer, adopter des règlements de contrôle intérimaire, adopter des règlements de zonage qui vont, je dirais, identifier de quelle façon un plan d'implantation d'un parc éolien peut se produire sur un territoire de MRC. Donc, l'Alliance ne se mêle pas d'aucune façon dans les autorisations de permis ou de règlements à être proposés ou votés dans les conseils de MRC. C'est vraiment une responsabilité locale. Et l'aménagement du territoire, c'est une compétence de MRC. Ce n'est pas une compétence de l'Alliance. L'Alliance, elle est compétente dans l'accompagnement, le développement de projets éoliens à ce moment-ci. OK. Vous l'avez dit tantôt là, pendant votre présentation que c'était pas nécessairement là, au moment où il arrive un projet que vous consultez la population, vous allez au-delà de la population bien avant qu'un projet arrive. Mais supposons là, que là, quelqu'un se pose la question, c'est à quel moment au courant du processus de conception des projets, est-ce que des dispositifs de participation publique ou d'intégration des savoirs citoyens sont mis en place? Ben, je dirais que, vous savez, les réunions du conseil de MRC, elles sont publiques. On voit des modifications, on l'a fait l'année passée pour ce qui est de la MRC des Rivières-du-Loup, des modifications au schéma d'aménagement qui concernent notamment l'éolien. On fait des soirées d'information. S'il y a des citoyens qui se présentent, bien entendu, on répond aux questions. Lorsqu'on va dans les portes ouvertes, on est capable, c'est ce que je disais tantôt, les portes ouvertes avant le dépôt des soumissions aux appels d'offres, ça nous permet effectivement d'enrichir nos connaissances, de mieux comprendre quelles sont les préoccupations ou les attentes citoyennes, les attentes des citoyens, des utilisateurs du territoire. Et je dirais que dans la vie, il y a une ancienne ministre qui m'avait dit rien n'est parfait, tout est perfectible. Donc, le vœu de l'Alliance, comme de ses partenaires privés d'ailleurs, c'est d'être à l'écoute des attentes citoyennes, puis d'éventuellement d'amener les améliorations qui sont, je dirais, souhaitables. Alors, une autre question, est-ce complexe pour les municipalités membres de l'Alliance de trouver le financement nécessaire à ces prises de participation?
Donc, je dirais que la beauté de la chose, quand on s'est regroupé sous l'angle de l'Alliance de l'énergie de l'Est, vous savez, là, 1752 mégawatts, c'est l'équivalent de 4,2 milliards, 4,3, 5,3 milliards en investissement, excusez. Donc, je dirais qu'au contraire, aujourd'hui, les gens voient bien que c'est l'énergie, les projets éoliens, c'est maîtrisé par les producteurs, maîtrisé par les communautés d'accueil. Dans le cas du MAMO, je me rappelle la première fois aux affaires municipales, ça nous avait pris plusieurs mois avant d'avoir une réponse positive parce que c'était nouveau que les territoires de la MRC s'identifient comme étant entrepreneurial. Donc, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, je dirais que ça se règle très rapidement. On a développé une facilité bancaire avec Desjardins de 350 millions l'année passée. Pourquoi essentiellement? Ben, parce que Desjardins fait confiance à l'Alliance de l'Est pour faire les meilleurs choix d'investissement et qu'il y ait un retour intéressant pour les territoires de la MRC, les communautés, puis la Première Nation Ulushtukwe. Donc, non, il n'y a pas de défi. Ce n'est pas comme un règlement sur les égouts, l'eau potable, où ça amène une taxation. Là, ça amène des distribuables, des bénéfices. Avec un bon plan d'affaires, bien entendu, là, c'est la meilleure façon d'adresser la demande de financement. Puis, habituellement, c'est très rapide au niveau des affaires municipales parce qu'aujourd'hui, ils voient bien que les bénéfices, ils sont là, ils sont importants. Puis on a une entente qui est sur 20, 25, 30 ans avec Hydro-Québec, une entente qui ne subira pas les aléas de ce qu'on peut voir dans certains autres pays. Hydro-Québec, c'est une société d'État qui est sérieuse. Eh bien, ça met fin à ce webinaire. Merci beaucoup, M. Lagacé, pour avoir pris le temps de nous présenter le modèle de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Donc, les webinaires reprennent à la fin janvier. On abordera notamment les technologies éoliennes, l'acceptabilité sociale, les étapes de développement des parcs éoliens et la participation communautaire. Donc, surveillez nos réseaux sociaux au retour des fêtes pour vous inscrire. Merci beaucoup à tous de votre présence. Merci encore, Merci, M. Mme Poulain. Lagacé. Merci Au à vous. revoir. Au Joyeuses revoir. fêtes. À vous aussi.